Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorant en biologie. Aujourd'hui, nous allons parler de publications scientifiques et des problèmes, en tout cas l'un des problèmes de la publication scientifique. J'ai souvent ici sur ma chaîne La Science te parle parlé de publications scientifiques. J'ai parlé de comment ça fonctionnait, j'ai parlé des paper mill, etc. Mais aujourd'hui, je souhaite revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que la chaîne Le Grand Labo, qui est une excellente chaîne que je vous invite à suivre, va recevoir ce soir en webinaire la fondatrice de Science Hub pour les 10 ans. Science Hub a 10 ans. Et donc ce soir, ce mardi, ils reçoivent la fondatrice. Vous aurez le lien d'inscription pour vous inscrire. Au moment où je sortirai cette vidéo, vous aurez 3 heures pour le faire. Je suis moi-même inscrit à ce webinaire et j'espère pouvoir y participer, mais à 19 h avec les enfants, c'est parfois un peu difficile. Avant cela, donc, je souhaite revenir sur les problématiques de la publication scientifique et des solutions qui peuvent exister en dehors, bien sûr, de Science Hub, qui est pour moi, je l'ai déjà dit ici, du hacking. Et quitte à hacker un système, il vaut mieux le changer. Je vais donc faire 3 propositions pour changer le système de publishing. Mais comme je n'aurai pas du tout le temps de monter cette vidéo et que je souhaite vous la proposer avant que le Grand Labo fasse leur interview et leur webinaire avec la fondatrice de Science Hub, et encore une fois, vous aurez le lien d'inscription, je vais remercier tous ceux qui participent financièrement à la chaîne, à savoir Christophe, Globes38, Eric et Gossan. Et vous pouvez les rejoindre d'ailleurs sur Utip. Vous aurez le lien en description si vous voulez aider financièrement la chaîne. L'un des problèmes majeurs de la publication scientifique, c'est l'accès à la connaissance, l'accès à la publication elle-même. À comprendre que la plupart des publishers n'offrent pas aux lecteurs la publication, il faut payer pour la lire. Mais il faut également payer en partie pour la publier. Alors selon si vous voulez des pages couleurs, selon le nombre de pages, etc. Mais vous avez une petite participation aux frais de publication. Il n'existe quasiment plus de publishers gratuits. Donc vous payez un tout petit peu en tant que scientifique pour publier et vous payez beaucoup en tant que lecteur pour lire. Il existe un système qui s'appelle l'open access. L'open access, c'est de dire que celui qui va publier va payer pour publier. En général, c'est 3 à 4 fois plus cher qu'une publication standard. Donc vous payez 3-4 fois plus, mais en même temps, le lecteur n'aura pas à payer pour le lire. Ça sera entièrement gratuit. La question est de savoir en réalité ce qu'il vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux payer plus cher pour publier, mais ne pas payer pour lire? Et comme une équipe de recherche lit plus que ce qu'elle publie, main dans la main, on arrive à des économies importantes pour les universités? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux continuer à payer très peu pour publier et continuer à payer assez cher pour lire? Si la question se pose, c'est parce que vous avez un certain nombre de chercheurs qui s'opposent à l'open access parce que justement, il faut payer pour publier et payer plus cher qu'une publication standard. Il y a donc des avantages et des inconvénients à ce système de publication. Un autre système de publication, et ça existe partiellement, ça existe à la marge, ce serait que les publishers appartiennent à des universités. Je vais prendre un exemple qui n'est pas connu du tout, mais qui est un exemple allemand, qui est Acta Physiologica. Ça appartient, alors je ne sais plus si c'est l'université de Munich ou je ne sais pas, à vérifier, mais ça appartient à une université allemande. Donc, l'université propose un service de publishing, pas seulement pour ses équipes, pour les équipes du monde entier. Et là, pareil, les frais de publication et les frais de lecture sont en général beaucoup plus faibles qu'une publication standard. Le problème qu'il y a ici, c'est que si vous êtes une équipe, vous vous opposez à une hypothèse, à une pratique qu'il y a dans cette université, par exemple, si vous faites une revue, en critiquant l'un des articles publiés par l'université, il est peu probable que cette revue appartenant à l'université vous publie. Et cela est arrivé à des chercheurs de ma connaissance, qui n'ont pas pu se faire publier parce qu'ils étaient en contradiction avec ce que faisaient des équipes de recherche de cette université, que ce soit par les résultats ou par la méthodologie utilisée. Donc les chercheurs sont en concurrence entre eux et le fait que les universités puissent posséder leurs propres journaux, étant donné que les universités, bien sûr, collaborent sur un certain nombre de sujets mais sont concurrents sur d'autres, il peut y avoir une sorte de conflit d'intérêts. Et dans les deux cas, vous publiez pour lire et vous publiez aussi pour publier. Vous payez pour lire, vous payez pour publier. Mais les frais sont moindres dans les deux cas, donc main dans la main, vous faites des économies par rapport au système standard. Le troisième, et cela n'existe pas encore, ce serait que ceux qui financent la recherche directement proposent des systèmes de publishing, c'est-à-dire les États, c'est-à-dire les continents. Lorsque je dis les continents, ce sont des groupements comme l'Union européenne qui financent beaucoup la recherche européenne.
Il pourrait être bon, par exemple, que l'Union européenne investisse pour mettre en place un certain nombre de journaux spécialisés dans certains domaines scientifiques, même des domaines généraux comme la biologie, la physique, la chimie, etc. et permettent à ceux dont ils ont financé la recherche, c'est-à-dire beaucoup, de publier gratuitement sur ces journaux et de le proposer en open access. Si on prend des États aussi qui financent la recherche, par exemple la France qui finance beaucoup, l'État pourrait proposer des services de publishing pour les recherches financées par l'État qui soient gratuits à la publication et gratuits à la lecture. Le problème que cela poserait ici, c'est également un problème de conflit d'intérêts parce que ça serait l'État qui devrait vérifier la recherche qu'elle finance. C'est-à-dire que l'État aurait une certaine mainmise sur les résultats scientifiques eux-mêmes et sur la possibilité de publication de ces résultats-là. Et on voit que par exemple en période de pandémie, si jamais des chercheurs sont opposés à la politique de l'État, est-ce qu'ils pourraient ou pas publier? Mais c'est une solution peut-être à creuser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la majorité des publishers sont privés? Parce qu'il y a ce raisonnement-là en disant que c'est surtout le public qui finance la recherche, quoi qu'il y ait une partie privée avec des collaborations. Je vous en avais parlé, je vous invite à revoir la vidéo que l'on a faite, l'interview que l'on a faite avec Alexander Samuel où l'on développe tout cela. Mais c'est beaucoup le public qui finance la recherche. Et le fait que ce soit le privé qui contrôle la publication, en fait, on dit le privé contrôle ce que fait le public quelque part et donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. Alors bien évidemment, aucun système n'est parfait. Je crois qu'il faut changer le système pour garantir la gratuité au moins du lecteur et pour permettre de faire baisser les coûts de publication, par exemple si vous prenez un open access. Mais tous les systèmes que l'on peut avoir ont des avantages et des inconvénients. Les chercheurs, à eux de réfléchir. J'allais dire que nous pouvons tous nous mettre ensemble pour réfléchir à des moyens de publication qui soient bons pour tout le monde, pour toutes les parties, pour ceux qui financent la recherche, pour ceux qui vont publier, pour ceux qui vont lire. Et également pour le public, parce que le public s'intéresse à la science et qu'il doit avoir accès aussi aux publications. Pour ma part, si je suis favorable à un système d'open access, c'est parce que à ce jour, je trouve que c'est le meilleur système pour garantir la gratuité de la connaissance scientifique à tout un chacun, et sans qu'il y ait un contrôle étatique derrière qui contrôlerait ce qui est publié dans son propre pays, ce qui se passe par exemple en Russie ou en Chine. Et c'est aussi pour ça qu'en Russie et en Chine, on a beaucoup de paper mill, parce qu'il faut publier impérativement pour avoir tel poste, et comme ce sont des publications qui appartiennent au gouvernement ou qui sont du pays, il y a une telle pression en fait que les scientifiques en viennent à payer des boîtes pour créer des articles factices. J'en avais parlé longuement, je reviens juste ici en résumé, mais j'en avais parlé longuement dans ma vidéo sur paper mill. Donc voilà, c'était 3 solutions présentées pour améliorer le système de publication scientifique, en tout cas de lecture. Je ne suis absolument pas opposé à Science Hub, je trouve simplement qu'on a le droit de hacker un système lorsqu'il est défaillant, mais le hacking, ça va un certain temps. Ce qu'il faut, c'est changer le système. Et nous sommes une jeune génération de chercheurs qui voulons changer le système, et donc nous devons réfléchir aux meilleures solutions pour pouvoir changer le système de publication scientifique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite encore une fois à aller au webinaire du Grand Labo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre en commentaire ce que vous en pensez, à activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Et encore une fois, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez aller sur YouTube et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci, au revoir.